Pierre, quelle a été toi ta réaction au départ quand on t'a dit voilà, il y a cette possibilité de jouer ce rôle-là, là encore, la réaction presque instinctive au départ? J'ai dit non, hein, tout de suite évidemment. Non, c'était waouh. Ah ouais, c'est waouh, c'est intense ce micro. Non, ouais, il a l'air mieux, monsieur. Ouais, il est mieux du plus. Phare l'autre. Non, je blague. Non, évidemment, c'est de dire oui, c'est tellement rare dans le cinéma français, quand tu as 24 ans, qu'on te propose un rôle aussi riche, aussi complexe, aussi ambigu, aussi violent, et en même temps qui demande de travailler sur l'élégance, sur la grâce aussi, que Yves Saint Laurent avait. Donc c'était tellement plein de ces choses-là, tellement rare. Moi, ça fait maintenant, je sais pas, 2-3 ans que j'ai la chance de lire des scénarios et d'en recevoir, et c'est vrai qu'un personnage aussi beau et un scénario aussi bien écrit sur ce que tu voulais raconter depuis le début, c'est-à-dire une grande histoire d'amour, une grande histoire de création, c'est rare. Donc en fait on dit juste oui, merci, puis ça ressemble quand même fortement à un cadeau, quoi. Donc voilà, c'était ça. Il y a des questions? N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Non. Donc, sinon je continue. Il y en a une là-bas. Bonsoir à tout le monde. Sans condescendance, je voudrais transmettre mes félicitations à l'équipe pour le travail qui a été fait sur le film. J'ai pas de questions particulièrement, je voudrais juste faire une remarque sur le travail d'acteur de Pierre au niveau du phrasé que j'ai trouvé remarquable, sur la façon de timbrer la voix et de dire les textes. Et à Jalil, je voulais dire que je vous remercie pour la bande-son avec des morceaux d'opéra qu'on n'entend pas souvent au cinéma. Et très émouvant pour cet aspect-là. Donc bravo à toute l'équipe et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Yula. Ah oui. C'est plus simple. J'ai trouvé la prestation de Pierre Ninet absolument stupéfiante. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé, si vous aviez vu des films, si vous aviez vu des défilés de Saint-Laurent d'ailleurs, peut-être, il n'y a pas si longtemps. Et puis je voulais aussi savoir le rôle de Pierre Berger dans ce film. Est-ce qu'il a été beaucoup consulté? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Voilà. Est-ce que certaines scènes, vous lui avez demandé de les décrire pour écrire ce film? Voilà, merci. Je commence, ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment me sentir à l'aise et familier avec le personnage et aussi l'univers de la mode, évidemment. Je vous ai perdu vu que vous êtes là. Super. Donc j'avais envie de savoir un maximum de choses et sur Saint-Laurent, et sur la mode, et sur le dessin, parce que Jalil voulait que je dessine moi-même dans le film, ce qui était un gros challenge vu mon niveau de base de dessin. Donc en fait j'ai fait pendant 5 mois, à partir du moment où Jalil m'a proposé le film, j'ai lu toutes les biographies, j'ai regardé tous les bouquins de photos, tous les documentaires, tous les reportages de chaînes françaises, internationales, tout ce qu'il y avait et que je pouvais voir, je le voyais. J'allais à la Fondation Berger Saint-Laurent où je regardais aussi des choses qui ne sont pas dans le domaine public. Et puis ensuite rencontrer Pierre Berger, parler avec lui, rencontrer Betty Catrou, qui a été, comme vous l'avez vu, sa muse, mais aussi son démon, comme sa sœur aussi. Une grande source d'inspiration. Donc voilà, parler avec elle, ça a été très utile parce que Betty, moi quand je l'ai rencontrée, on a bu des coups ensemble, c'était très sympa en fait, on a passé une soirée ensemble et il y a un truc très particulier avec Betty, c'est que elle s'en fout, elle te raconte tout. Il n'y a pas de tabou à propos de Saint-Laurent, elle en parle comme si c'était un pote qui venait de quitter la pièce, quoi. Donc pour moi c'était génial parce que ça désacralisait vraiment quelque chose, enfin, il y avait quelque chose de vraiment accessible, de jouable, quoi. Et ça n'a pas de prix quand tu fais la préparation sur un mythe, enfin une légende aussi énorme que Saint-Laurent, des gens qui t'en parlent comme d'un ami, qui faisait aussi des conneries, qui était un peu égoïste, en même temps drôle, qui faisait des imitations, donc tu découvres vraiment des facettes de Saint-Laurent que tu pourrais pas découvrir si tu parlais pas à ces gens, parce que c'est eux qui l'ont le mieux connu. Donc ça c'était énorme. Et puis après, pour le dessin, donc avec un coach de dessin qui est une fille qui s'appelle Audrey, qui a travaillé 15 ans pour Saint-Laurent les dernières années de sa vie, où lui avait plus la force de dessiner. Et donc elle le connaissait bien, donc c'était doublement positif. Elle m'apprenait à dessiner, en même temps elle me parlait de Saint-Laurent, et de son trait. Elle apprenait un peu les proportions des mannequins, dessiner les silhouettes selon les époques. Donc voilà, ça c'était très enrichissant aussi. Puis un coach de stylisme
qui m'a appris à voilà, toucher un tissu, à savoir faire un drapé, planter une épingle, reconnaître les matières, et puis le vocabulaire aussi. Il y a énormément de vocabulaire, c'est tellement codifié la mode, encore plus que le cinéma finalement, qu'un plateau de cinéma. Et pareil, comme je connaissais un petit peu le travail de Jalil, parce que j'avais vu ses films, mais je sentais que ça allait être très organique et parfois très, très imprévisible, quoi. Ça nous arrivait le matin d'arriver, et Jalil il arrachait 5 pages de texte, il dit non, on change tout, tu fais plus ça, on va faire complètement autre chose, il changeait tout. Donc du coup, fallait que je sois familier avec les environnements et tout pour me sentir moi légitime, quoi. Donc voilà, un petit pour faire rapide, c'est déjà très long et chiant, mais le travail c'était à peu près ça. L'avez-vous vu en vrai un jour? Non, moi je ne l'ai jamais rencontré et je n'ai pas vu de défilé à part sur vidéo parce que je suis un peu jeune pour ça. J'aurais pu, mais j'aurais dû m'intéresser très tôt à la mode. Mais non, donc non. Mais ce qu'on a fait avec Jalil en termes de défilé, on est allé un peu dans des backstage de défilés, dont celui d'Enis Slimane qui a repris la marque Saint-Laurent, qui maintenant s'occupe de la marque Saint-Laurent. Et ça, c'était intéressant aussi de voir l'effervescence, le trac, le stress qu'il peut y avoir dans les coulisses, comme dans le premier défilé que vous avez vu, qui raconte un petit peu ça, le premier défilé de la maison Saint-Laurent, je veux dire, en 62. Voilà. J'adore finir par des dates bien chiantes, mes discours, 1962. Et voilà. Et pour Berger, je te laisse répondre. Déjà, je voudrais aussi rajouter une chose sur le travail énorme qu'ont fourni les deux comédiens d'ailleurs, mais en particulier Pierre qui est là et qui est prodigieux, c'est qu'il s'est vraiment enfermé pendant des mois, je pense, pour travailler sa voix de manière obsessionnelle. Moi je lui fournissais, on avait des perfusions partout, il y avait même un coach de sport pour qu'il s'élargisse les épaules sur la fin pour paraître plus mature, etc. Donc on a vraiment fait un vrai boulot, et puis moi comme j'étais acteur, et je le suis encore d'ailleurs, je sais ce que c'est que préparer un rôle, et je sais le nombre de fois où j'ai pas eu l'opportunité de le préparer assez, par manque de moyens, parce que c'est toujours ça le cœur du problème, ou parce que tu arrives trop tard sur un projet et que tu tournes très vite. Là on avait un peu de temps en amont, et on a vraiment travaillé en amont. Il y a quelques semaines du tournage, on s'est vus que tous les deux, avant de lancer les lectures avec tous les comédiens, et en particulier avec Guillaume, évidemment aussi. Et la voix était déjà là, il m'a fait 2-3 propositions, mais vraiment c'était de l'horlogerie très très fine et très précise. Et ça, le talent de Pierre est assez unique pour beaucoup. J'espère que ça va rester comme ça et qu'il va rester aussi humble et honnête dans le travail. Parce que c'est un vrai bonheur de bosser avec ce jeune homme déjà grand. Et ensuite, Berger, tout naturellement, moi, je voulais raconter Saint-Laurent, et ce qui m'a touché, c'est d'abord un documentaire de Pierre Toretton, qui s'appelle L'amour fou. Et à vrai dire, j'avais pas d'affinité particulière avec la mode, sauf que j'habite à Paris, que j'ai des amis qui travaillent dans la mode, que voilà, Paris c'est assez évident, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est la capitale mondiale de la mode. Et en voyant cette histoire d'amour, moi j'avais le souhait de raconter une histoire d'amour, et puis j'ai toujours été touché par les histoires de gens qui se battent pour leurs rêves, qui viennent de nulle part finalement, de conditions modestes, et des success stories, mais avec... j'avais pas envie de traiter ça à travers, je sais pas, la finance, ou j'avais envie d'avoir de l'empathie pour le personnage, que ce soit aussi un artiste. Ça me touchait énormément chez Saint-Laurent. Donc, quand j'ai vu ce documentaire, d'un seul coup, il y a une révélation. Je me suis dit que tout ce que je recherchais à raconter depuis plusieurs semaines, à travers des romans, j'ai adapté, des choses comme ça, était réuni dans ce personnage. Et qu'en plus, il avait une aura française absolument extraordinaire, et que, paradoxalement, peu de gens connaissaient son histoire. Donc, très naïvement et très humblement, j'ai été voir l'homme qui a partagé sa vie, 50 ans, avec qui ils ont fondé à deux cette entreprise énorme, cet empire. Et je lui ai fait part de mon envie de travailler sur ce personnage, d'écrire un scénario. Et on a parlé de Martin Eden, qui est un roman qui raconte finalement ça. C'est un jeune matelot qui va se transcender par amour pour une femme, et qui va devenir le plus grand écrivain américain. C'est un roman de Jack London qui est absolument sublime pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et il m'a dit oui au bout de 20 minutes. J'étais d'abord extrêmement surpris, flatté, j'ai mesuré l'enjeu, et assez rapidement je me suis surtout interrogé sur comment j'allais filmer la création de Saint-Laurent, parce que
parler de Saint-Laurent sans filmer les robes et les dessins, je ne savais pas quoi raconter. Enfin, c'était essentiel pour moi. Et pour ce faire, évidemment, il y a la fondation, parce que Pierre Berger, c'est pas uniquement Pierre Berger, aujourd'hui tout seul. Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont une fondation, la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, qui permet de conserver en particulier les créations de Saint-Laurent, toutes les robes, tous les dessins, depuis 57, 58, ses premiers pas chez Dior. Donc on a eu accès à ces robes qui sont aujourd'hui des pièces de musée. Il était hors de question pour moi, mais c'est mon côté psychorigide. J'avais envie d'être très réaliste et d'aller au plus vrai des défilés tels qu'ils étaient. Et puis de montrer surtout ces robes-là, donc de les remettre en lumière. Et pour ce faire, il fallait travailler étroitement avec la Fondation et donc avec Pierre Berger. Donc essentiellement, ça a été ça, et c'était son grand degré, son exigence principale, c'était évidemment que ces robes, déjà qu'on ne les rende pas déchirées, parce que c'est fragile et dangereux, et puis qu'on leur rende grâce aussi, qu'on filme ça bien, c'était légitime qu'il ait peur. Donc, mais il a été vite rassuré, on a fait ça très sérieusement, et il est venu une fois sur le tournage pour le défilé 76, le dernier, les ballets russes. Et il n'était pas seul, évidemment, il y avait tous les gens de la Fondation. Je ne parle pas de tous les gens qui travaillent à la conservation, qui étaient avec nous constamment dès qu'il y avait des robes sur le plateau, parce que chaque robe, il y avait 4-5 personnes autour en blouse blanche. C'est vraiment comme si on travaillait avec des pièces de musée du Louvre, quoi, en fait. Donc tu as les gens de la conservation, comme n'importe quel musée, qui sont là. Donc c'était très contraignant, mais en même temps extrêmement beau dès qu'on est passé ces robes en lumière. Et ce moment, je veux dire, c'était assez magique. Alors, Pierre est sur scène, en fait. Il arrive, et nous, derrière les caméras, les combos, voilà, il y a cet homme de 85 ans qui est en larmes et qui voit son amant apparaître. Et ça n'a pas de... Il n'y a pas de mots, quoi. C'était en tout cas pour moi magnifique, parce que c'était ce qui m'intéresse dans le cinéma depuis le début. Je viens d'un cinéma naturaliste, et moi je suis touché par le cinéma italien, qui est le cinéma le néo-réalisme italien, où on mélangeait comme ça les vrais gens avec la fiction, quoi. Et la grande fiction d'ailleurs souvent. Et là c'était réellement le cas devant nos yeux. Et il y avait Betty était là ce jour-là, tout le monde était en larmes et tout le monde était extrêmement bouleversé de voir ce jeune garçon et redonner corps à Saint-Laurent, quoi. C'était aussi simple que ça. Après, pour finir sur Pierre Berger, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, j'ai l'impression que les gens sont curieux, mais ce qui est normal de savoir, oui, c'était quoi sa place. Moi, le scénario que Jalil m'a donné, la première version du scénario, c'était ce que vous avez vu pour moi. Alors, il y a des petites choses qui ont changé, parce qu'on a tourné la version 12, donc évidemment, entre-temps, il y a des petites choses qui bougent, mais fondamentalement, c'est cette histoire unique de création, d'amour. Et Berger, il nous a aidés, lui, en tant que personne qui a connu Saint-Laurent plus de 50 ans, mais au même titre que je veux dire que Betty ou Dominique Deroche, qui a été son attaché de presse, son assistante personnelle à Saint-Laurent, je veux dire, ça a été un travail d'investigation. Il n'y a pas eu de tabou, si c'était la question, pardon, parce que j'ai pas répondu à cette question-là, si ça l'était. Il n'y a pas eu de tabou, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont eu des vies extraordinaires. Je crois à une époque où les gens étaient beaucoup plus libres, parce que maintenant, c'est vachement étriqué dans notre rapport à l'autre, à l'amour, à la sexualité. Eux, ils ont vécu vraiment les années 60 plein pot, quoi. Et ils sont très très libres, et si vous voulez, c'était un autre niveau qui mettait leur histoire d'amour. Ils ne la mettaient pas à ce niveau-là. Donc, il n'y avait aucun tabou de ce type-là. Et puis je pense qu'il est arrivé à un moment de sa vie où cet homme, il s'en fout en fait. Hein, on n'en a rien à foutre de ce qu'on peut penser de lui. Et il a beaucoup de respect pour les artistes. Et il se trouve que je ne sais pas pour quelle raison, il m'a fait confiance. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Voilà, même si j'aime pas, d'ailleurs je le dis, je n'ai pas de principe, je n'ai qu'une parole. Et je pense qu'il est vrai. Il a quelques principes quand même, mais il y a quelque chose un peu comme ça qui est vrai chez lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a donné sa parole, il la tient, et nous on était libres de faire le film qu'on voulait. Et c'était très important, et dès le départ, donc non, nous, son soutien était très important, son aide, et puis l'aide surtout de tout ce staff, un staff incroyable, Dominique Deroche qui nous a beaucoup aidé sur la reconstitution des défilés, les mannequins pour M. Saint-Laurent pendant des années, qui ont fait répéter les filles, choisi les filles j'ai choisi avec la Fondation, tout était... Parce que l'idée c'était aussi que
les filles et les façons de défiler évoluent avec le temps, quoi. Évidemment, on ne défilait pas pareil dans les années 50 que dans les années 70 avec la dernière collection que vous voyez. Donc c'est ça. Mais sur Berger, en tout cas, il a toujours été... Enfin, c'est un mec très intelligent de toutes les façons. C'est un mec... il a une vraie... C'est ça, il sait traiter les artistes. Il a été avec Bernard Buffet, le peintre que vous voyez au début du film, qui est un des plus grands peintres de son siècle. Et puis ensuite avec Saint-Laurent, donc c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité aux artistes. C'est ça, c'est ce mélange qui n'existe plus trop aujourd'hui, moi qui me touche chez Berger, quoi qu'on pense du personnage. Mais en tout cas, c'est le mélange d'un businessman quand même assez redoutable, avec une vraie passion de la culture et des artistes, mais qui cohabitent en un seul homme. Et ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu quand même. Cette espèce d'équilibre, quoi, de culture qui tient tout ça, de culture et d'élégance. Mais c'est ça qui fait que moi, il m'a jamais dit tu devrais jouer Yves comme ça, ou tiens, ça va vachement te servir pour préparer Yves. Il m'a jamais parlé comme ça. Il m'a toujours dit tiens, si tu veux voir cette interview, moi je trouve que Yves est très bien dedans. Ce qu'il dit sur ça, c'est très intéressant. Ah tiens, ça me rappelle une anecdote sur Yves. Un soir, il avait fait ça, il m'avait jeté un vase à la gueule. Enfin, il me racontait des trucs insensés en plus, des trucs, voilà, évidemment, tu liras nulle part. Donc il m'indiquait jamais comment jouer le rôle. Il me disait, c'était au détour d'anecdotes, au détour de choses. Et puis pareil pour Jalil, il n'est jamais intervenu artistiquement dans le projet. Jalil a raconté l'histoire qu'il voulait raconter. Et puis, qui est connu comme couture en plus. Ouais. On a fait une réponse d'officiellement 4 heures à votre question. C'est un ouf. Pierre, il y avait un truc qui m'a beaucoup frappé, enfin que tu as beaucoup rappelé hier soir, c'est que tu disais que Yves Saint-Laurent faisait partie des extra-lucides. Ouais. Je trouvais ça assez intéressant que tu peut-être le développer. Oui, non, parce que hier on m'a demandé qu'est-ce qui m'avait le plus touché chez Saint-Laurent, ce qui est une question très dure parce que j'ai évidemment été touché par beaucoup de choses. Plus j'ai fait des recherches sur Saint-Laurent, sur sa vie, plus j'ai appris à aimer tout, même ses défauts, même son égoïsme, enfin tout. Mais hier, ouais, on m'a demandé ça et je crois que c'est ça, c'est cette idée que j'ai compris assez vite en fait que oui, il fait partie de la famille des extra-lucides pour moi, c'est-à-dire des gens qui traversent la vie et qui ont une lecture tellement violente, tellement accrue, tellement passionnée, tellement intelligente aussi de tout, des gens, de leur époque, des choses, que c'est très douloureux pour eux de vivre tous les jours. Et être heureux, ils cherchent à être heureux, mais la vie est trop violente pour eux. Il y a quelque chose, parce qu'ils ont une lecture trop intelligente de tout. Moi, l'exemple contemporain que je donnerais, et j'ai eu la chance de tourner avec lui, pour moi c'est Benoît Poelvoorde, que finalement je connais peu, mais avec qui j'ai eu cette espèce de sensation quand j'ai tourné avec lui. C'est un mec qui, dans tous les plans, c'est génial ce qu'il fait. Une seconde avant, il est en train de déconner, en train de vous montrer son cul et tout machin, ça dit action. Il est dedans, mais comme personne, il te fait une scène hallucinante où au début il pleure, à la fin il fait pleurer de rire toute l'équipe du film qui est autour, le caméraman ne peut même plus cadrer la scène tellement c'est dément ce qu'il fait. Et en même temps, c'est un mec, j'ai l'impression, qui lutte avec le bonheur, quoi, qui n'arrive pas à être heureux. Et le fait que Benoît Poelvoorde ou Yves Saint-Laurent transforment cette douleur qu'ils ont tous les jours en création, ça c'est un truc qui m'a touché énormément. C'est un message tellement positif, en même temps ils aspirent à la lumière, quoi, et en même temps c'est presque comme si c'était pas pour eux. C'est-à-dire, Saint-Laurent, il a rendu beaucoup de femmes heureuses, il a dévoué sa vie, on peut dire, et sa création aux femmes, il leur a donné de l'indépendance, il leur a donné le pouvoir, et c'est comme si toute cette douleur qu'il ressentait, il l'a transformée pour créer tout le temps. Et que finalement il créait de la lumière à partir de quelque chose de quand même assez dark, quoi. Donc ça m'a touché, ouais. Des questions? Alors moi j'en ai. Non? Ah. Non, c'est bon, il arrive. Oui, vous parliez tout à l'heure de la place que Pierre Berger dans l'écriture, dans l'interprétation de l'écriture de Yves Saint-Laurent, et justement je me demandais dans un biopic, ça va l'écriture, mais quelle place prend la fiction, l'interprétation d'une histoire qui est vraie, à quel moment la frontière s'établit en fait? Moi, la manière dont on a travaillé avec les scénaristes Jacques Fieschi et Marie-Pierre Huster, qui ont écrit ça avec moi, ça a été dès le départ, moi, déjà d'axer sur mon envie. Enfin, moi,
ce qui en eux, surtout en Saint-Laurent, ce qui me parlait suffisamment et moi, là où j'avais envie d'aller finalement. Ensuite, moi j'ai découvert, c'est un peu comme en archéologie, tu découvres un site et puis tu te dis tiens, il y avait une colonne là certainement, j'en vois une là-bas, donc forcément l'autre était là, quelle forme elle avait, enfin tu reconstitues le puzzle à partir d'archives, de biographies, de rencontres, et puis par recoupement tu avances comme ça. Après moi je trouve des ponts narratifs là-dedans parce que le cinéma c'est avant tout une bonne histoire et moi les biopics qui me plaisent c'est les biopics qui racontent quelque part autre chose que le biopic, que ce biopic soit un prétexte. Moi je voulais parler de la création, la difficulté à créer et en même temps rendre héroïque ce personnage, pas en faire une vedette qui a la grosse tête, de la mode, c'est beaucoup plus profond, ça traiter de sa maladie, enfin, rendre compte de son génie à travers aussi ses souffrances, etc. Et donc voilà, j'ai construit tout ça autour d'une vingtaine d'années. Et le levier le plus intéressant pour moi, c'était à travers cette histoire d'amour, pas uniquement parce que j'ai envie de faire une histoire d'amour et de parler de grands sentiments, parce que les grands sentiments, ça nous réunit tous et qu'on s'identifie plus à un personnage à partir du moment où il a les mêmes choses, il traverse les mêmes questionnements que nous, mais aussi parce qu'à travers l'histoire d'amour, on avait le tiers, le regard de Berger par exemple. Alors ça, c'est de la fiction totale, je ne sais pas comment c'était, je n'ai pas regardé par trop de la série pour savoir comment ça se passait chez eux. Mais je me suis dit, ça doit être un peu comme chez moi, ou un peu comme chez toi, ou un peu comme chez mon scénariste. Donc, imaginons, inventons là-dedans. Donc, toute la fiction, c'est vraiment entre eux, finalement, dans leur rapport. Alors, je m'appuie sur des éléments. Jacques de Bacher a existé, on sait que c'était l'amant de Karl Lagerfeld. Victoire a existé, même si on en a très peu parlé. Et, par exemple, elle a été très vite évincée. Il fallait qu'ils soient tous les deux et pas à trois, c'est pas possible. Tout ça, ça faisait du sens. Et ça faisait du sens autour d'une histoire d'amour à laquelle on peut s'identifier. Et tu sais, on avance, un film, on l'écrit, on avance, on tourne, on avance, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on essaie de faire au mieux. Et de suivre son instinct aussi. Et après, mon instinct, c'était de m'accrocher à eux deux parce que c'était le cœur du film, leur relation. Donc voilà, quand on ne savait pas, on s'accrochait à nos personnages. On s'était réinventé nous-mêmes, puisque c'était de la fiction. Et on faisait que faire notre travail. Pour évidemment, l'idée de faire rentrer la fiction là-dedans, pour Guillaume et moi, c'était super important parce que si tu te dis je suis en train de jouer Saint-Laurent, je suis en train de jouer Saint-Laurent, putain, je joue Saint-Laurent, tu flippes ta race et tu joues rien, quoi. Donc, mais ça, Jalil, il avait été très clair dès le début. Il avait dit bossez bien, voyons-nous quand vous voulez pour bosser. Donc on a beaucoup plus répété que sur n'importe quel autre film. C'était presque du théâtre. On se voyait, on faisait des répètes dans l'espace, dans une salle un peu pourrie, une salle où on a passé tout le film en revue, quoi, plusieurs fois. Et après, il nous a dit maintenant que vous avez les personnages, vous avez bossé, vous les connaissez. Donc maintenant, en fait, le message c'était presque c'est plus Berger, c'est plus Saint-Laurent. Maintenant, c'est les persos qu'on a bossés qui pourraient être des personnages de fiction. Ils pourraient ne pas avoir existé, on aurait pu vous montrer ce film sans qu'ils aient existé. Et nous, c'était ça l'idée, quoi. Au bout d'un moment, c'était nos personnages. Moi, je pensais que Saint-Laurent m'appartenait plus qu'à n'importe qui. Tu vois, Saint-Laurent. C'est vrai d'ailleurs, parce que souvent, quand vous me posiez des questions, souvent, tu sais, tu as des mille trucs à gérer. Surtout sur ce film, on a tourné très vite parce qu'on avait moins d'argent qu'il ne fallait, comme beaucoup souvent, et que ça coûte très cher de faire un film sur Saint-Laurent. Tout coûte cher, donc nous, on avait peu de temps. Donc souvent, ils arrivaient et me disaient, et tu penses que, et tu crois que, je leur disais, mais tu sais mieux que moi, vas-y, kick, et puis on verra après, on en parle après. Fonce dedans. Et c'est ce qu'on a fait très souvent parce que j'avais la chance aussi d'avoir deux acteurs de très 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 haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris des acteurs du français, souvent les biopics anglo-saxons, pour parler du Discours d'un roi par exemple, qui, moi dans le niveau de jeu, était un peu une référence pour moi. Ce sont des acteurs de la Shakespeare Company, donc à un moment donné, les mecs, ils ont joué des grands textes, des grands personnages, et ce sont de grands personnages. Alors, voilà, il faut savoir bien caster des fois, et on gagne beaucoup de temps. C'est Robert Guédiguian qui m'avait dit ça, je lui ai dit, mais tu diriges jamais en fait. Il m'avait dit, bah non, j'ai casté, à partir du moment où je te fais confiance, c'est à toi de faire. Alors là, on a quand même beaucoup bossé sur le plateau, je ne les ai pas laissés en roue libre, mais c'est des acteurs qui proposent tellement de choses, qui travaillent tellement en amont, qu'on pouvait se le permettre. Il y a une autre question, vous voulez qu'on fasse une toute petite réponse, pareil? Monsieur.
Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rebondir sur ce que Pierre Ninet vient de dire sur le rapport entre le pouvoir et les femmes, quelque chose qui d'ailleurs est assez peu traité dans le film, parce que je pense que c'est pas l'angle non plus que vous avez choisi. Mais j'aimerais juste que vous m'expliquiez, ça fait partie du mythe de Saint-Laurent de dire il a donné le pouvoir aux femmes, justement. Il a libéré les bourgeoises, etc. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir aux femmes juste en les habillant bien? C'est toute la question, c'est toute la question de la mode. Moi, je me posais un petit peu la même question avant de commencer la préparation du film. Je me disais, mais la mode, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu me parles? C'est des vêtements, tu mets des tissus sur des gens, tu me fais chier. En fait, non, mais c'est vrai, moi je suis parti de là quand même, je partais de très loin. Moi, c'est la première fois de ma vie qu'en comprenant le travail que représente un vêtement, le travail collectif, les heures de travail, ce que ça représente de doses de stress et d'artisanat, de savoir-faire, de petites mains qui sont derrière une robe, c'est la première fois que j'ai été ému en voyant une robe. J'ai vu une robe, la vraie Mondrian, que Saint-Laurent avait touchée, fait, donc déjà, bon, évidemment, c'est émouvant, mais en plus te dire la somme colossale de travail que ça représente, et toi, jamais de ta vie tu pourrais faire ça, même avec 15 potes super motivés, c'est fou, quoi. C'est un vrai objet d'art, quoi. C'est un objet d'art. Et en plus, savoir que Saint-Laurent, quand il dessinait quelque chose, tous les couturiers disent ça de lui, même aujourd'hui, c'est le couturier qui... Le dessin qu'il faisait, c'était la robe qui allait en ressortir. Alors qu'aujourd'hui, tous ils disent je dessine un truc, puis après on me dit ça c'est pas possible, ça faut le changer, la matière marche pas. Ce qui ressort, au bout du compte, c'est pas vraiment la robe qui était dessinée, jamais exactement. Lui, il savait déjà ce qui marchait, il savait que c'était faisable, et surtout il avait déjà l'œil pour tout, toutes les matières étaient dans le dessin, tous les tombés et tout, c'était dingue. Maintenant, je crois que déjà il avait c'était un rebelle, donc il y avait une idée de provocation, mais dans le bon sens du terme, la provocation qui fait avancer, quoi, dans son travail, toujours. Et en ça, il a quand même libéré les femmes de ce qu'on voit dans les années 50, au début du film, même l'image de sa mère, au début du film avec ses amis, il y a quelque chose de très engoncé, quelque chose de très... il a grandi avec cette image de la femme... Tu te tournes vers moi, t'es en galère. Hein, je suis en galère, je parle comme un porc. Bonne soirée. Non, attends. Est-ce que j'ai pas... Non, pas du tout, non, je le pense vraiment, Mais lui, en fait, quand je dis ça, je pense surtout aussi à ce qu'il a fait à partir de sa rencontre avec Betty Catrou, c'est-à-dire ce qu'il a fait sur les smokings et habillé, entre guillemets, les femmes en hommes. Lui disait que c'était pas ça qu'il avait fait. Il disait, je les rends l'égale de l'homme, je leur donne des armes pour se battre dans un monde où la féminité n'était pas encore hyper aussi assumée qu'aujourd'hui. Les femmes, c'était pas une évidence que c'était l'égal des hommes à l'époque. Et je pense que oui, ça participe énormément, ce que tu portes sur toi. Oui, typiquement une fille en pantalon... Voilà, c'est encore interdit en France, je ne sais pas si vous savez, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment interdit encore en France. C'est un vieux décret qu'ils n'ont toujours pas annulé, je vais balancer une petite anecdote, mais il y a un décret comme quoi une fille n'a pas le droit de porter de pantalon, vous pourrez vérifier, à part si elle est à côté d'un vélo. C'est pas une blague. Si une fille est à côté d'un vélo, genre comme ça, là t'as le droit d'être en pantalon, sinon t'as pas le droit. Donc c'est pour te prouver qu'il y a carrément des lois qui disaient aux femmes, donc un mec qui arrive qui dit moi je vais l'habiller sublime en pantalon, costard, smoking, et ça va défiler sur les podiums et faire le tour du monde. Cette image elle est forte, ouais. Elle est libératrice. Il y a une valeur symbolique aussi malgré tout. Enfin, nous on fait que des films ou que des pièces de théâtre, ça ne change pas la société en profondeur, mais c'est déjà mieux que rien. Et somme toute poser... ne serait-ce qu'en 62, on voit un caban d'homme. Caban, je sais pas, c'est un capitaine. Tu vois la valeur symbolique de mettre un caban sur les épaules d'une femme à l'époque, c'était totalement nouveau. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un peu désuet, mais on s'en rend même pas compte. Moi, le premier d'ailleurs. Mais je crois aussi qu'il a été tout simplement quelqu'un de la mode, c'est-à-dire, c'était même très compliqué pour moi d'appréhender ça sans tomber justement dans le côté la mode, oui, bon, il est un peu hystérique, un peu machin, c'est un peu des vedettes, mais bon, c'est pas très important ce qu'il faisait. Mais pour lui, il y avait une valeur supérieure qui n'était même pas liée à la mode. À la base, il voulait être costumier de théâtre. Il dessinait des petits théâtres à Oran. Il est monté à Paris, son rêve c'était de travailler à la Comédie Française. C'est quelqu'un qui a créé des robes, mais comme il aurait peint ou comme il aurait sculpté, je veux dire, c'est du même acabit, c'est-à-dire que c'est une naïveté totale. C'est quelqu'un qui fonce dans la création, quitte à se brûler les ailes.
mais qui est incapable en plus de ne pas créer, parce que s'il ne crée pas, il meurt. Donc il y a une espèce de paradoxe qui est comme le propre de beaucoup d'artistes. Et moi qui me touche, qui m'émeut, qui je trouve lui donne une valeur héroïque. Alors en plus, il a un aspect extrêmement romantique, et il se trouve que c'était un réel génie de la mode. Alors j'en rends pas compte comme il le faudrait, mais il y a des histoires il y a des livres qui traitent d'histoire de mode où on a des détails beaucoup plus précis sur sa valeur ajoutée à ce qu'a été et ce qui est aujourd'hui le vestiaire féminin, le pantalon, le smoking, toutes ces choses, et puis même et cet humour qu'il avait, ce décalage qu'il avait déjà à l'époque, qu'il a été un des premiers. Bon, il y a eu Courrèges par la suite, etc. Mais réellement, il s'est passé quelque chose de très fort, évidemment, dans les années 60, en France et dans le monde, et aussi dans la mode. Et Saint-Laurent, c'est les années 60, c'est la France, c'est la mode. Ce serait bien juste de dire un mot quand même du compositeur. Oui, Ibrahim. C'est vraiment génial. J'aurais juste voilà, peut-être leur dire comment tu as eu l'idée de faire appel à lui. L'anecdote elle est toute pourrie, donc je vais arrêter parce que ça fait un flop, mais... Tu l'as déjà raconté, c'est ça? Ouais, c'était vraiment minable. Ah ouais. Non, mais c'est tout bête, je prenais une douche, tu la racontes du coup, tu la racontes quand même du coup. Et sous la révélation, vous voyez, c'est vraiment nul. Mais j'ai une révélation sur un truc tout... J'avais oublié cet album-là, et bon, ça tournait dans l'iPod, et puis il a fait un morceau avec Oxmo Puccino, qui est un ami de très longtemps, et que j'avais complètement oublié, et j'étais en prépa, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. C'est à la fois quelque chose de très classique. Ibrahim, il a une formation classique, très, très fort, il est très reconnu pour son jazz, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de très moderne, de très urbain. C'est un type qui a grandi en banlieue, dans le 77, qui a mon âge, on est de la même génération, on a aimé la musique hip-hop, électronique, etc. Et il est sensible à tout ça, et il fallait, comme je parlais de la genèse du personnage Saint-Laurent, Thémen Berger, et puis de tous les autres, la genèse d'un groupe d'amis finalement qui va mettre le monde entre guillemets à ses pieds, il fallait des acteurs frais, neufs, jeunes, talentueux. Il fallait aussi une musique qui ait une couleur, quelque chose d'extrêmement moderne, et en même temps qui respecte les codes et le classicisme. Parce que Saint-Laurent, c'est ça, c'est à la fois l'alliage d'un grand classicisme et d'un tempérament rebelle et jeune, et d'avoir une musique comme ça qui lui ressemble. Il y a une question. Je crois qu'on a... Ouais. Bonsoir. 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 J'aimerais savoir pourquoi vous avez gardé juste cette période de 20 années. C'est pas du tout un reproche, c'est que j'aurais tellement aimé que ça dure encore plus longtemps. Que voilà. C'est un choix un peu comme ma douche. Je suis très instinctif, donc non, mais à partir du moment où je prends une option, c'est parti. Non, mais c'était tellement vaste que très vite je savais que je voulais raconter une histoire d'amour et qu'il fallait que je trouve un climax dans cette histoire d'amour. Une histoire, il faut toujours qu'il y ait un climax et puis après la résolution du climax. Et ce que je trouvais de très paradoxal et intéressant dans l'histoire Saint-Laurent-Berger, leur histoire d'amour, c'est qu'au moment finalement où ils arrivent au sommet, parce que les ballets russes c'est vraiment le sommet pour moi, Yves est au plus mal, et dans son couple, et intimement, et psychiquement, et dans son rapport aux addictions, et il fait sa plus belle collection. En tout cas, une des plus belles, et à mon sens peut-être la plus belle. Et deuxième paradoxe, ce couple qu'on croit détruit, anéanti, finalement se retrouve grâce à cette création, à ces ballets russes. Et finalement, ensuite, ce couple va perdurer, on le sait, donc il n'y avait plus grand-chose à raconter, sauf cette petite virgule de fin qui ramène à ce qu'a toujours fait Saint-Laurent, c'est-à-dire s'accrocher au dessin pour ne pas sombrer, et à cet homme qui a été auprès de lui, qui le sait malade depuis le début, et où chacun se sont dit « je t'aime tel que tu es » et vice-versa, mais on va rester ensemble. Et tu continueras à créer parce que c'est ça qui te rend heureux. Et je ferai tout pour que tu crées. Donc juste cette virgule de fin suffisait à mon sens. Je crois aussi que il y avait l'idée de finir par ce qui a été considéré comme un des plus beaux défilés de l'histoire de la mode au monde. En termes de climax, c'était important aussi. Et puis même lui, après, c'est vrai qu'après ce défilé 76, ça a vraiment été la période où physiquement, mentalement, il est vraiment tombé dans une forme de déchéance et presque de somnambulisme, quoi.
ça devenait très dur de lui parler. C'est vrai que tous ses amis, quand il te raconte les dernières années, mais à partir de, tu vois, 75-76, il a fait un vrai décroché, quoi. Et puis, il était là de temps en temps, mais il y avait un truc très absent. Donc, je trouvais ça bien aussi de s'arrêter au moment où ce truc s'enclenche, et en même temps, il fait sa plus belle collection, comme tu dis, et de ne pas s'apesantir sur les médicaments, l'alcool. On a compris vers où ça va, que c'est la chute, quoi. Voilà. Je vais prendre une dernière question. Ouais. Très bon applaudissement. Très bon applaudissement, respect. C'est pour ça. C'était téméraire. Ça veut dire dégage. Je comprends le message. Une question, si vous voulez bien. Il y avait quelqu'un au milieu là-bas, je crois, non, qui voulait s'exprimer. Bonsoir. Moi j'ai le micro en premier. Ah bah, bien vu. Je suis là. À gauche, l'autre gauche. Et c'est l'autre, pas du tout. Voilà. C'est un effet d'optique, ok. Moi j'ai deux petites questions pour toi, Pierre. La première c'est, est-ce que tu es fumeur? Non, pas du tout. Non. Et alors qu'est-ce que ça fait de fumer pendant toute la moitié du film? Je m'y suis mis pendant la préparation. C'était nous qui souffrions. Ouais. Je m'y suis mis pendant la préparation, et puis histoire de commencer un petit peu avant, quoi. Et puis après, mais j'ai arrêté le jour même, hein. C'est définitivement pas bon. C'est des cigarettes de cinéma, ce qu'on appelle. On est en train de vous révéler un truc énorme. C'est-à-dire, c'est des cigarettes sans tabac, quoi. C'est de l'eucalyptus, c'est des cigarettes qui étaient en vente en pharmacie avant, qui sont interdites. Gros déglingo, le mec. Eucalyptus, les gars. On achète. Rock'n'roll, années 60. C'est atroce, c'est-à-dire que l'odeur est insupportable. Ouais, je vous ai refumé la gueule. C'est à vomir. Donc lui ça allait, mais nous c'était galère. Comme j'allais fumer beaucoup en fait, et moi on m'a raconté qu'il fumait vraiment 2 clopes en même temps, parfois il en avait une dans chaque main pendant qu'il dessinait, parfois 3 dans le cendrier, il en fumait une autre. Donc je me suis dit, comme je suis pas fumeur à la base, je me suis dit, on m'a proposé des clopes, ce qu'ils appellent des clopes de cinéma, quoi, eucalyptus, machin et tout, donc j'ai dit oui. Voilà, du coup, tant pis pour nous. Je vais flinguer le tournage. Ok. Et alors ma deuxième question, j'en profite pendant que tu es là, ça fait un moment que je veux te la poser. Voilà. Non, Tu me on parlait de vestiaire tout à l'heure avec les cabans, les pantalons, tout ça, ça m'a fait penser à un truc. Pierre, est-ce qu'on peut aller sur ta lune habillée en Yves Saint Laurent? Ah, alors je vais démarrer une lune. Alors oui. Alors je passe le micro à côté. Est-ce qu'on peut y aller avec un costume Dior? Oui. Mais attendez, vous connaissez tous ce jeu de la lune, j'y crois pas. Mais en gros, pour résumer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu dans le film Comme des frères que j'ai fait et qui est devenu hyper culte. Non, pas du tout. Mais j'hallucine que ces gens connaissent. Bah, du coup, on continuera cette lune sur Twitter et vous devinerez ce que c'est. Je viens de l'inventer, du coup, elle est un peu pourrie, mais vous pourrez quand même la dire. C'est tout. Et il y avait une question à Rachel. Ah oui, il y a quelqu'un au milieu qui attend depuis un petit moment. Oui, c'est vous. J'ai pas de micro. On entend quand même. On entend hyper bien. C'est même pas une question, mais en fait, ça m'a fait tellement rire que je voulais vous dire qu'en fait, mon chien s'appelle Spoutnik. Voilà. C'est une jolie Tu commençais bien le film, alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.